Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Marie Robinson, a rencontré le lundi 28 avril à Kinshasa Joseph Kabila. Et selon elle, Joseph Kabila a assuré que personne ne sortira du cadre de l'accord d'Addis Abeba. Lors de son arrivée à Kinshasa, l'ancienne présidente de l'Irlande a indiqué qu'elle était venue à Kinshasa pour entamer une tournée régionale consacrée à la mise en œuvre de cet accord sur la paix dans l'Est de la RDC. Monsieur Mbelou, qu'est-ce que cette énième initiative diplomatique peut apporter dans cette crise dans la région des Grands Lacs? Monsieur Etienne Gandou, je suis d'avis que cette tournée de Madame Robinson n'apportera rien de substantiel à la sortie de ce qu'on appelle communément crise, mais qui est profondément une guerre de basse intensité menée par les alliés de Madame Robinson. Et quand elle va échanger avec Monsieur Joseph Kabila, et que celui-là lui dit que personne ne sortira de l'accord d'Addis Abeba, il ne lui dit pas que lui-même est déjà sorti de cet accord en essayant d'arrêter presque chaque jour les acteurs politiques, c'est-à-dire en essayant de verrouiller l'espace public pour que le Congo devienne un terrain vague où tout débat politique est exclu, où les points de vue contraires à ceux qu'émettent les applaudisseurs de M. Joseph Kabila sont combattus. Donc lui-même est déjà sorti de cet accord. C'est une chose. Une deuxième, je me pose toujours la question de savoir qui avait rédigé cet accord et pour quelle fin. Comment peut-on à un certain moment chercher à ne pas sortir d'un accord dont la maîtrise des tenants et des aboutissants fait défaut? Jusqu'à ce jour, je suis d'avis que cet accord a été concocté dans les salons UP des initiateurs, des commanditaires de la guerre de basse intensité qui se mène chez nous pour des objectifs propres à eux. Ne pas sortir de l'accord d'Addis Abeba n'est pas une garantie pour la fin de cette guerre de basse intensité telle qu'elle est menée dans notre pays depuis bientôt plus de 15 ans. À son étape de Kigali, Marie Robinson n'a pas été reçue par Paul Kagame lui-même. En effet, il s'est contenté de s'entretenir avec elle par téléphone, laissant cette tâche à son ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude de suffisance du Rwanda envers les Nations Unies? L'attitude du Rwanda à l'endroit des Nations Unies est justifiée par l'implication des mêmes Nations Unies dans la guerre de basse intensité qui sévit chez nous. Quand aujourd'hui on parle du Rwanda, personnellement j'ai toujours peur qu'on puisse confondre le Rwanda avec M. Paul Kagame et l'élite rwandophone ou rwandophile ou l'élite Tutsi qui l'entoure. Le Rwanda est en train d'avancer dans son histoire et l'apparition sur la scène nationale et internationale des partis d'opposition à M. Paul Kagame et à son entourage prouve de plus en plus que tous les Rwandais ne partagent pas ce point de vue. Donc, ma peur est que nous puissions entretenir cette confusion entre Paul Kagame et son entourage direct et ses escadrons de la mort et tout le Rwanda. Si nous jouons ce jeu-là, nous allons entretenir la guerre de basse intensité qui se mène dans la sous-région des Grands Lacs africains par notre ignorance, par notre faute, et nous allons entretenir des antagonismes indépassables entre les Rwandais et les Congolais, et cela pour l'avantage, pour le bénéfice
des multinationales occidentales qui profitent de nos inimitiés, qui profitent de la manipulation de l'ethnie, qui profitent de l'instrumentalisation des tribus et des ethnies pour dépeupler nos villages, exploiter nos matières premières stratégiques, nous fabriquer les armes, fabriquer d'autres machines, nous les redonner pour que nous, les Congolais et les Rwandais, nous pouvons aussi ajouter les Ougandais, nous pouvons y ajouter les Burundais, pour que nous puissions être en guerre perpétuellement. Et cet affrontement perpétuel entre nous profite aux commanditaires de la guerre qui peuvent être résumés comme étant l'élite nationale, sous-régionale, mondiale, qui constitue le réseau d'élites transnationales de prédation et de nos matières premières stratégiques. Donc nous devons faire très très attention. Et je disais cela comme introduction pour pouvoir répondre à votre question. L'audace, la suffisance de Kagame sont liées aux protections dont M. Paul Kagame jouit depuis le début de la guerre jusqu'à ce jour. N'oubliez pas qu'il y a une élite anglo-saxonne dominante qui travaille avec M. Paul Kagame. C'est de là que vient sa suffisance. Rappelez-vous ce renvoi que je vous fais de temps en temps au livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Hein? Denis Sassou Nguesso confiait ceci à Pierre Péan. Si tu vois un paralytique en dessous d'un arbre en train de s'amuser avec des feuilles vertes, dis-toi qu'il y a quelqu'un au-dessus de l'arbre qui les lui jette. Sinon, il s'amuserait avec des feuilles mortes. Monsieur Kagame est un pion, est une marionnette de l'élite dominante anglo-saxonne qui le considère comme une machine à tuer. Et là, je vous renvoie à notre livre La RDC face au complot de la balkanisation et de l'implosion. Vous lisez des textes qui renvoient aux déclarations de cette élite dominante anglo-saxonne qui considère purement et simplement M. Paul Kagame comme étant sa machine à tuer. Et, justement, toujours à propos de Paul Kagame, cette semaine, il s'est trouvé une fois de plus aux États-Unis, où il a participé à un grand forum, et il y a été reçu, comme d'habitude aux États-Unis, en grande pompe, et s'est affiché avec ses grands soutiens comme Tony Blair. On l'a vu également aux côtés de Bill Gates. Monsieur Mbelou, comment expliquer ces grands soutiens dont continue à bénéficier Paul Kagame malgré la publication de plusieurs rapports des Nations Unies les mettant en cause dans la tragédie qu'il y a à l'est de notre pays? Monsieur Etienne Nando, ce que vous appelez grand soutien, nous n'en sommes qu'apparemment. Ce ne sont pas des soutiens. C'est une instrumentalisation d'une petite machine à tuer. Si vous essayez de creuser ce que vous appelez soutien-là, vous verrez que M. Paul Kagame n'est pas pris au sérieux par ceux qu'il estime être ses amis, qui ne le considèrent que comme une petite machine à tuer. Et c'est la raison pour laquelle je vous avoue que cette guerre qui est en train d'être menée dans la sous-région des Grands Lacs est une guerre raciste. C'est-à-dire, quand vous repassez en revue le petit film documentaire intitulé Le conflit au Congo, la vérité dévoilée, je pense vers les 15e, 16e et 17e minutes, vous avez là un professeur d'université des États-Unis qui vous dit clairement qu'aujourd'hui, le Rwanda de Paul Kagame fait dans la sous-région des Grands Lacs ce que eux, les Américains, ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, eux ne savent plus aujourd'hui envoyer leurs fils et leurs filles au front pour mourir au nom de leurs intérêts. Comme ils ont trouvé une machine à tuer sur place, ils s'en servent. Cela d'autant plus que cette machine à tuer n'a de compte à rendre
jusque-là, n'a de compte à rendre à personne. Hein, il y a aussi un témoignage d'un ex-membre du FPR sur le site de Jambo News, un ex-membre du FPR qui avoue que dans cette guerre de basse intensité, quand on est au front et qu'on manifeste des signes de compassion ou de faiblesse, on est abattu. Voilà pourquoi ce monsieur-là, comme il a fabriqué une armée qui sait rendre service aux commanditaires de la guerre de basse intensité chez nous, et une armée constituée des compatriotes africains qui tuent des sang-froid et qui n'ont de compte à rendre à personne, Paul Kagame joue dans cette guerre raciste ce rôle-là de machine à tuer. Voilà pourquoi il peut s'afficher avec les véritables commanditaires de cette guerre qui sont l'élite anglo-saxonne à laquelle vous venez de faire allusion. Donc je vous rappelle que cette guerre est une guerre à connotation raciste très prononcée. Les Noirs peuvent s'entretuer entre eux pour sauvegarder les intérêts de l'élite anglo-saxonne. Et c'est bon pour cette élite-là qui ne voit que l'argent qui est devenu pratiquement son idole, son dieu, quoi. Mais M. Mbelu, vous parlez des guerres racistes, mais le président des États-Unis s'est dit noir lui aussi. Pourquoi les États-Unis peuvent parrainer cette situation pendant qu'ils ont un président qui s'est défini lui-même comme étant noir? Mais ce président-là est instrumentalisé comme Paul Kagame et les autres noirs de la sous-région des Grands Lacs. Hein, vous prenez ce président-là, vous prenez Paul Kagame, vous prenez Museveni, vous prenez Kabila, ce sont les petites mains du capital. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les pays comme les États-Unis d'Amérique ou une union comme l'Union européenne, ce sont des pays, des unions qui ont perdu toute souveraineté et qui dépendent des multinationales. Donc, le monsieur dont vous parlez est une petite main du capital et il est au service des multinationales. Hein, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement quand il a essayé d'initier une loi pour contrecarrer la vente des armes à feu aux États-Unis. Il y a la multinationale qui vend ces armes, qui s'est interposée. Sarah Palin est passée à la télévision et elle a parlé pour dire qu'il n'allait pas en être question. Donc, essayons, chaque fois que nous étudions la guerre telle qu'elle est en train d'être menée chez nous, essayons d'avoir une vue beaucoup plus large sur l'évolution du monde aujourd'hui. N'oublions surtout pas que les grands pays qui nous font la guerre sont gérés par les multinationales qui ont essayé le plus possible de déréguler les mécanismes étatiques de gestion de ces pays-là. Si nous ne faisons pas ce lien, nous ne comprendrons pas beaucoup ce qui se passe chez nous. Nous allons nous limiter aux origines de l'un ou l'autre dirigeant en oubliant le rôle qu'il joue dans la crise du capitalisme, le rôle qu'il joue en tant que petite main du capital, le rôle qu'il joue dans ces guerres entretenues par le capitalisme pour éviter qu'il ne puisse mourir. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de signes prouvant qu'un autre capitalisme n'est plus possible. Ah, très bien. Au Kivu, la M23 menace d'attaquer les villes de Goma, Beni et de Butembo. C'est ce qu'a affirmé le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin, dans une déclaration à la presse. Entre-temps, à Kampala, les négociations semblent totalement dans l'impasse. Et face à tout cela, la politique du gouvernement de Kinshasa semble manquer totalement d'illisibilité. Monsieur Mbelu, que faire dans cette situation?
Mais vous semblez oublier ce que je venais de vous dire. Il n'y a pas de politique de Kinshasa, de Kampala et de Kigali. C'est une même politique de l'entretien, de la guerre, de la haine et de l'inimitié pour que nos villages puissent être vidés de leur population. Quand vous allez à Goma aujourd'hui, j'ai accueilli chez moi ici, il y a quelques jours, un compatriote qui venait de Goma et qu'est-ce qu'il de Bukavu, et qu'est-ce qu'il a remarqué en étant sur place? Presque tous nos villages sont en train d'être vidés aujourd'hui et ils sont occupés par les militaires travaillant avec le Rwanda, l'Ouganda et ce que vous appelez le pouvoir de Kinshasa. Hein, ce n'est pas un fait anodin, on va peut-être y revenir, que la Chine ait rompu son contrat avec le Congo. C'est-à-dire, cette guerre de basse intensité est liée au fait que les multinationales occidentales veulent à tout prix devenir les uniques possesseuses de nos matières premières stratégiques et comme leurs enfants, les enfants des pays commanditaires de la guerre de basse intensité qui s'est passée chez nous ne savent plus aller au front, eux multiplient les fronts avec leurs machines à tuer. Donc quand vous parlez du M23, n'oubliez pas que le M23 c'est le Rwanda, c'est Kigali, le Rwanda de Paul Kagame, hein, encore une fois, ne faisons pas d'amalgame, c'est Paul Kagame et ses escadrons de la mort. Ils démultiplient les milices et les rébellions pour entretenir la tension, pour entretenir les inimitiés, pour entretenir la haine entre les peuples de la sous-région des Grands Lacs. Alors comme ça, nous entretuons en permanence et les multinationales tirent leur épingle du jeu. Il n'y a pas de politique du M23, de Kigali et de Kinshasa. N'oubliez pas, je vous le rappelle, que le M23, à travers Monsieur Roniga, qui faisait partie du CNDP, avait signé un accord avec la majorité dite présidentielle, la majorité kabiliste. Ce sont des gens habitués à travailler ensemble, mais ils doivent de temps en temps nous tuer nos populations, faire monter la tension pour nous berner, nous mentir, nous pousser à croire qu'ils sont divisés entre eux. Non. Et si vous allez sur le site de la radio Okapi, vous allez remarquer par exemple qu'il y a au moins, selon les témoins de la société civile à l'est de notre pays, il y a au moins 500 membres du M23 qui sont déjà dans ce qu'on appelle les FRDC. Donc, encore une fois, il y a là la procédure d'infiltration du Congo par ceux qui nous restent comme armée pour pouvoir nous tuer et pour pouvoir affaiblir davantage les structures étatiques et les institutions étatiques. Comme ça, la guerre devient permanente et la chose, le pillage, la prédation se poursuit. Oui, justement, cette semaine, vous avez écrit sur l'importance géostratégique de la RDC et la guerre dont le Rwanda et l'Ouganda sont des pièges. Et vous dites ceci dans votre texte: étudier les questions liées à la stratégie de la guerre occidentale peut nous aider à comprendre tant soit peu ce qui se passe depuis les années 90 dans la sous-région des Grands Lacs, l'instrumentalisation de Museveni, Kagame, Kabila Joseph et de plusieurs d'entre nous dans la guerre de basse intensité menée contre la RDC. Monsieur Mbelou, faisons-nous assez, nous Congolais, pour approfondir toutes ces questions? Monsieur Timlando, il y a une minorité organisée et agissante qui essaie quand même d'approfondir la question. Mais j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous sommes un peu distraits. Nous nous contentons de commenter l'actualité à partir de ce que nous en disent les médias dominants, qui sont des médias manipulateurs. Et
de temps en temps. Vous savez, la semaine dernière, quelqu'un me faisait une remarque sur Congo indépendant. Deux personnes me faisaient cette remarque. Ah, mais pourquoi est-ce que vous mettez des notes au bas de vos articles? Mais j'ai été étonné. J'ai mis des notes, non pas par dilettantisme, mais parce que j'estime que nos compatriotes peuvent aller étudier. Comment pouvons-nous être en guerre pendant longtemps sans que nous ayons des études approfondies sur les mécanismes, sur les stratégies des guerres telles qu'elles sont entretenues chez nous? Et quand vous donnez des références pour que nos compatriotes aillent lire, ils vous disent, mais dans une rubrique dénommée opinion et débat, il faut pas mettre des références. Oui, à mon avis, c'est comme si il y a un refus de pouvoir apprendre et d'approfondir les questions. Vous savez, le fait que la guerre dure nous pousse beaucoup plus à faire des petits commentaires sur cette guerre, à nous attaquer souvent aux marionnettes, sans aucun approfondissement des véritables stratégies de la guerre. Ainsi que de temps en temps, je cite certains ouvrages qui peuvent nous aider à aller un peu plus loin ou à enrichir le débat. J'ai cité par exemple l'ouvrage de M. Jacques Poels intitulé Le mythe de la bonne guerre, les États-Unis et la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand on n'a pas approfondi ces questions-là à partir de ces ouvrages qui sont très bien sourcés, très bien documentés, on ne comprend pas ce qui s'est passé chez nous. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les commanditaires de cette guerre, les capitalistes pouvaient à la fois armer les nazis et l'URSS. Leur souhait était que ceux qui se battaient s'entre-déchirent et dans l'entretemps, ils faisaient du business. Il y a des entreprises multinationales anglo-saxonnes qui ont fait beaucoup d'argent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on étudie la chose aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a, et les mêmes, qui sont derrière les différentes guerres qui sont menées à travers le monde. Mais quand vous dites cela aux compatriotes, vous dites, ah, mais pourquoi est-ce que vous mettez trop de références? Il faut arrêter avec ça. Donc, il y a comme une certaine poussée de l'inculture qui risque de nous faire beaucoup plus de mal que de bien. Quand on voit par exemple aujourd'hui une dame comme Carla Del Ponte parler de l'usage d'armes chimiques en Syrie et de la part de l'opposition, de ce qu'on appelle communément opposition, je me demande si beaucoup de compatriotes vont chercher à aller plus loin pour comprendre par exemple que déjà dans certaines guerres que Carla Del Ponte a essayé d'étudier comme procureur quand il était au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, il s'était rendu compte que ce sont les mêmes commanditaires qui essayent d'alimenter les guerres, qui tuent et qui mettent les massacres et les tueries sur le dos des régimes qu'ils n'aiment pas. Donc, vous prenez par exemple son livre intitulé La traque, les criminels de guerre et moi, Madame la procureure accuse, vous comprenez mieux ce qu'elle est en train de dire maintenant. Mais si vous lisez aussi le livre de celle qui a été sa porte-parole, Florence Hartmann, Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale, vous comprenez mieux les prises de position de Carla Del Ponte aujourd'hui. Bon, on ne va peut-être pas demander à tout le monde d'approfondir les stratégies de la guerre telle qu'elle est en train de se mener depuis tout un temps, d'ailleurs depuis 14-18 et 40-45 et toutes ces autres guerres que les petites mains du capital travaillant à la montée du capitalisme sauvage essaie de mener à travers le monde. Mais j'estime que comme la guerre est permanente, nous devons pouvoir nous former, nous devons pouvoir étudier en permanence, mais en ayant des références sûres. Vous lisez par exemple une Carla Del Ponte pour mieux comprendre, vous lisez Florence Hartmann pour mieux comprendre, vous lisez Jacques Poel pour mieux comprendre, vous pouvez lire certains auteurs américains, vous ne savez rien comprendre à ce qui se fait aujourd'hui à travers le monde,
Quand vous n'avez pas maîtrisé, par exemple, l'un des cerveaux américains, M. Brzezinski. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons faire plus, M. Tenandou. J'ai l'impression que nous négligeons, pour un bon nombre d'entre nous, nous négligeons l'étude, l'approfondissement des questions, et nous nous contentons de ceux qui nous donnent l'impression d'avoir mieux identifié notre ennemi. Hein, par exemple, quand on a insulté Joseph Kabila ou Paul Kagame, on croit avoir mieux fait en oubliant que ce sont des chevaux de Troie, que ce sont des marionnettes, et que nos véritables ennemis sont l'impérialisme et le néocolonialisme. Bon, un point de vue relativisable, mais je dis, commençons par nous former, commençons par lire, commençons par approfondir et relayer ce que nous lisons. Et s'il y a des lieux de débat où toutes ces questions peuvent être sérieusement débattues, faisons-le. Mais ne nous contentons pas du minimum. La guerre est permanente, l'apprentissage de ces stratégies doit aussi pouvoir être permanent. Très bien. Toute autre chose, à Kinshasa, Jean-Claude Mvemba, député national, élu de Kassangolo, là, a été élu président du caucus parlementaire des natifs de la province du Bas-Congo. C'est les sites Congo indépendants qui livrent cette information et le même site Congo indépendant fait ses commentaires. Hein. C'est une démarche qui surprend tant par son illégalité que par sa nature à injecter les virus ethniques dans un cadre censé incarner la nation congolaise dans sa diversité, un fâcheux précédent. Monsieur Mbelou, quelle serait l'utilité au Congo actuel d'une telle initiative selon vous? Se regrouper selon ce qu'on a comme appartenance, ce n'est pas mauvais en soi. Mais, là où le bas blesse, c'est quand un député supposé défendre les intérêts de tous les Congolais s'identifie à sa tribu, à son ethnie. Quand vous lisez l'introduction du texte que j'ai publié dernièrement et auquel vous venez de faire allusion, je me dis, la guerre que nous connaissons nous pousse à nous enfermer dans nos appartenances tribales et ethniques. Hein? Donc, nous allons demeurer éternellement les Bangala, les Baswahili, les Bakongo, les Baluba, sans comprendre que nous avons un travail politique à faire, c'est-à-dire nous convertir à la citoyenneté. Donc, notre identité ne peut pas être réduite à l'un de ces éléments et surtout à l'élément tribal. J'ai un grand développement à faire sur cette question-là, mais je vais peut-être vous épargner ce grand développement. Je dis tout simplement, il y a danger que face au manque de démocratie et de débat, face aux idéaux nobles, au manque d'idéaux nobles, face au manque de projets de société mobilisateurs et unificateurs, nous ayons comme tendance naturelle de nous replier sur nos ethnies, sur nos tribus. Et ce repli me semble être un appauvrissement. Cela ne signifie pas que nous puissions de temps en temps avoir des groupes culturels au sein desquels nous évoluons. Mais ces groupes culturels ne devraient pas constituer les uniques références quand nous devons pouvoir travailler à bâtir la cité. Vous savez, l'homme est un animal politique, nous disait qui c'est Aristote. Moi je dis, l'homme est un animal à politiser. Où nous choisissons d'aller au-delà de notre animalité en essayant de nous politiser, c'est-à-dire en adhérant à l'édification de la cité, en adhérant aux valeurs qui participent de l'édification de la cité, en devenant des citoyens qui apportent chacun pour sa part et collectivement nos pierres à l'édification de la cité. Où nous faisons cela, où nous restons des animaux tribaux et ethniques
livrés à une guerre permanente de tous contre tous, en nous disant, non, en dehors de notre tribu, en dehors de notre ethnie, nous ne pouvons pas mieux évoluer parce que au Congo, dans la sous-région des Grands Lacs africains, l'homme est devenu un loup pour l'homme. La meilleure garantie, c'est de pouvoir nous replier sur notre ethnie, sur notre tribu. Même si ce repli est menteur, c'est-à-dire, M. Jean-Claude Wemba ne partage pas les mêmes conditions que les habitants de Songololo qui ont été massacrés, qui ont été tués par un soldat ivre hier ou avant-hier. Et ce monsieur-là fait partie d'une certaine classe politique du Congo, de l'une d'autre façon, même s'il est dans l'opposition, du fait qu'il a, avec ses amis, avalisé la fraude en allant dans cette assemblée-là, il fait partie de l'élite prédatrice de ce pays-là. Il ne partage pas les mêmes conditions que les habitants de Songololo, auxquels je faisais allusion aujourd'hui. Donc, cette façon de procéder est un peu menteuse parce qu'elle gomme la guerre des classes, la lutte des classes sociales telle qu'elle est en train de se mener aujourd'hui dans notre pays. Avec qui est-ce que M. Jean-Claude Wemba partage son salaire, le salaire qu'il reçoit à l'Assemblée nationale, pendant que dans son village, il y a des enseignants qui n'ont même pas 50 € par mois. Donc, cette façon de procéder risque de nous conduire sur cette voie qui gomme le fait qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons des élites compradors qui dominent la grande masse de nos populations et ces élites instrumentalisent, clientélisent nos populations pour leur faire croire qu'elles partagent le même sort qu'elles, ce qui est faux. Ce qui est faux est archi faux. Donc si nous ne considérons pas qu'il y a aussi au Congo 1% d'élites prédatrices contre les 99% de nos populations, l'instrumentalisation de nos tribus, de nos ethnies, risque de nous conduire sur une fausse piste. Parce que nous avons aussi à nous battre contre cette élite prédatrice, cette élite compradeur qui est en train de tenir les 99% de nos populations dans la misère anthropologique et qui ne dit pas son nom. Très bien, M. Mbelou. Ici, dans la diaspora, plus précisément en Italie, une Italienne d'origine congolaise, Cécile Kyenge Kachetou, a été nommée ministre de l'intégration dans le nouveau gouvernement italien et à son arrivée au Parlement, elle a été accueillie par des insultes du genre singe congolaise, zoulou, gouvernante puante, négresse anti-italienne, vilaine, petite noire et même ministre du Bonga Bonga. Ce sont les médias italiens qui rapportent tout cela. Monsieur Mbelou, quelle réaction nous, Africains, qui croyons aux valeurs universelles d'égalité que professe l'Occident en permanence, devrions avoir face à cette situation? Je n'aime pas tellement le mot réaction. Nous pouvons faire le constat que la lutte pour le triomphe des valeurs dites universelles n'est pas gagnée en Occident du tout, pas du tout. Regardez, il y a un procès aujourd'hui contre les néo-nazis en Allemagne. Ils ont tué une dizaine de Turcs et impunément, Dieu merci, il y a maintenant un procès. Et dans le cas de notre compatriote, je dis, voilà une dame qui s'est battue en suivant les règles et les procédures. Elle n'est pas rentrée par la petite porte, comme certains sont en train de le faire aujourd'hui dans notre pays, en se servant de la guerre, du désordre que provoque cette guerre, pour pouvoir avoir abusivement la nationalité congolaise. Vous avez là l'exemple d'un pays qui marque ses limites du point de vue de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Vous avez ces partis de l'extrême droite qui attaquent notre compatriote. Mais vous avez, par ailleurs, les membres de son parti qui essaient de l'encourager. Mais c'est une femme
qui a grandi en Italie, qui a suivi les procédures normales pour pouvoir acquérir sa nationalité italienne. Donc, elle aura encore à faire face à toutes ces injures-là, mais c'est une battante, parce qu'elle n'est pas arrivée là-bas simplement parce qu'elle dansait le bunga bunga. Et elle a réussi à se battre, et son itinéraire l'indique. Voilà la différence qu'il y a entre cette grande dame et tous ces messieurs qui sont venus chez nous par la guerre de l'Afdel et qui ont volé notre nationalité par la guerre. Voilà ce qu'on pourrait suivre comme modèle, malgré ce que cela attire comme injure. Donc, je dis, la guerre contre la xénophobie et le racisme doit encore pouvoir se mener dans les pays occidentaux où les identités meurtrières ont encore du chemin devant elles. Et là, je recommande encore une fois le petit livre du libano-français Amin Malouf intitulé Les identités meurtrières. Vers la fin de ce livre, Amin Malouf montre effectivement que même dans les pays dits démocratiques, la guerre, la lutte contre la xénophobie et le racisme n'est pas gagnée. Mais dans ces pays-là, quand les procédures normales ont été respectées, bon, on devient citoyen ou citoyenne comme notre compatriote. Donc voilà les leçons que nous pouvons en tirer. Lutte contre la xénophobie à poursuivre, procédure normale pour pouvoir devenir citoyen ou citoyenne d'un pays donné, et ces procédures-là doivent être institutionnalisées, constitutionnalisées. Une autre leçon, c'est que chez nous, il y en a qui sont passés par les petites portes et qui ne veulent pas qu'on leur dise aujourd'hui qu'ils sont passés par la petite porte et que s'ils veulent réellement devenir des citoyens congolais, ils doivent passer par les procédures normales. Pour finir, un mot sur les colloques de la diaspora congolaise, intitulé L'avenir du Congo, devoir de mémoire, qui se tiendra à Paris le 11 mai 2013, dont vous êtes l'un des orateurs avec Charles Onana, c'est bien cela? Oui. Pourriez-vous nous en dire un mot? Nous allons essayer d'échanger avec nos compatriotes sur notre mémoire, et moi personnellement, je vais par exemple traiter de la question de notre souveraineté à partir du discours de Mobutu prononcé le 24 avril 1990. Et notre souci, en allant à cette rencontre-là, c'est de pouvoir un peu faire le point. Où est-ce que nous en sommes? Comment est-ce que nous pouvons partir de notre mémoire pour pouvoir reconsidérer notre marche et lancer les nouvelles bases de notre émancipation du colonialisme et de l'impérialisme, par exemple. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire ensemble pour pouvoir éviter que notre pays ne se balkanise davantage et n'implose davantage? Voilà des questions que nous irons traiter à notre rencontre du 11 mai 2013. Je remercie les compatriotes qui ont eu l'idée de pouvoir prendre cette initiative. Ce sont des initiatives qui devraient se multiplier pour que nous ayons des lieux de la pensée, des lieux de débat, des cercles de débat, parce que pour avoir les mains et les cœurs de certaines personnes, il faut commencer par avoir leur tête. Si nos têtes ne sont pas en règle avec les valeurs sur lesquelles nous voudrions refonder notre pays demain, nous n'irons nulle part. Voilà l'importance qu'il y a à pouvoir multiplier ces lieux de rencontre, de débat et d'échange pour baliser les voies idoines du devenir collectif chez nous. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Tenandou, et à la semaine prochaine.